Bonjour à tous, je voulais vous faire cette nouvelle vidéo, ce nouveau topo sur les médecines complémentaires que j'ai intitulé Compréhension et prescription. Les médecines complémentaires, c'est ce qu'on appelle aussi les médecines alternatives, les interventions non médicamenteuses au niveau académique, et c'est un nouveau domaine qui commence à être étudié, qui commence à être validé scientifiquement et qui fait partie intégrante de ce qu'on appelle la médecine intégrative. Voilà pourquoi ça me tient à cœur et que je tenais à vous faire ce topo. On va voir ce que c'est, on va essayer de comprendre ce que sont ces médecines et surtout, je vais essayer de vous proposer une démarche de prescription de ces médecines complémentaires. Cette vidéo, elle fait suite à mes deux précédentes sur la prescription d'un médicament et la vidéo que j'avais intitulée Primum non nocere sur le fait qu'il est nécessaire de moins prescrire, d'être beaucoup plus raisonnable dans nos prescriptions. Et c'est un sujet qui va rejoindre cette nouvelle vidéo. Alors, un bref historique très rapide. La médecine quantitative, qu'on la connaît tous, qu'on pratique a priori, la médecine de la sémiologie fine, la médecine de la biologie, de l'imagerie, des scanners, des IRM, la médecine qu'on quantifie, elle est hyper récente. Elle date du 19e siècle à peine. C'est un garçon formidable qui s'appelle Pierre-Charles Alexandre Louis, qui au 19e siècle a commencé à faire des dissections, à faire des autopsies, à consigner les signes, à les noter, à les quantifier, et c'est le père de l'épidémiologie, de la statistique, qui va donner lieu à toute notre médecine médicamenteuse, la médecine technique telle qu'on la connaît et qu'on la pratique en Occident depuis très peu de temps. Mais avant cette révolution quantitative et épidémiologique, on était dans la médecine qualitative. Cette médecine qualitative, c'est l'histoire du monde. C'est le premier médecin qui a commencé à écouter, à poser son ventre, à essayer de comprendre, à essayer de tenter telle ou telle prise en charge. C'est la médecine empirique. C'est la médecine du malade et non pas de la maladie qui a traversé toute l'histoire jusqu'à hier, jusqu'au 19e siècle. La médecine telle qu'on l'a pratiquée jusqu'à tout à fait récemment. Lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est médecin à l'heure actuelle, on regarde cette médecine d'un œil un peu taquin en se disant que ce n'était pas une médecine fiable, ce n'était pas une médecine efficace. Et c'est vrai, il y a tout un tas de remèdes qui ont été tout à fait absurdes, tout à fait inefficaces, voire tout à fait dangereux. Regardez les pièces de Molière où la saignée était appliquée pour tout et n'importe quoi, les remèdes par le chou, j'en passe et des meilleurs. Si vous regardez le corpus hippocratique, il y a des choses complètement farfelues. Mais il ne faut pas tout jeter. Ça serait complètement dingue de penser qu'on était dans le faux pendant des millénaires. Parce qu'on sait qu'il y a des choses efficaces dans ce gros tas de pratiques médicales. La médecine empirique n'est pas à jeter complètement, loin de là. Ce qui m'amène à vous parler de ma marotte, la médecine intégrative, qui a pour but de faire le lien entre ces deux pratiques. La médecine intégrative, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre des pratiques ancestrales, parfois traditionnelles, de les étudier scientifiquement et de les valider ou non pour certaines indications. C'est exactement comme si on testait un médicament, sauf que là on va tester par exemple la méditation, on va tester la cohérence cardiaque, on en a déjà parlé, mais surtout on va les tester comme on teste un médicament sur de larges cohortes. On va adapter l'étude parce qu'évidemment on ne peut pas étudier une molécule biochimique comme on étudie une intervention non médicamenteuse, donc il y a des critères légèrement différents, mais ça se fait de manière fiable, de manière robuste, et c'est tout le but de la médecine intégrative. C'est d'étudier ces pratiques, de les passer au tamis de la science et de les valider ou pas pour certaines indications. Donc les médecines complémentaires, les médecines alternatives, aujourd'hui, on va les étudier et on va pouvoir les valider ou pas. C'est ça la médecine intégrative et c'est le but de mon propos et je vais essayer de vous proposer une démarche de prescription de ces types de pratiques en toute sécurité pour nos patients. Alors déjà, on peut se demander pourquoi prescrire
ces médecines complémentaires, ces interventions non médicamenteuses. On peut très bien se dire, on a plein de médicaments à disposition, on a des médecins, on a des chirurgiens, on a de l'imagerie, on a tout ce qu'il faut. Alors pourquoi faudrait-il se pencher sur ces méthodes alternatives? Il y a beaucoup de raisons à tout cela, et à mon sens, la raison principale, c'est l'enjeu de la qualité de vie. Pendant des années, et a fortiori depuis le 19e siècle, tout le but des médecins a été d'allonger la vie. D'ailleurs, on voit que les courbes d'espérance de vie n'ont cessé de croître, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Occident, excepté les épidémies, les guerres, etc., parce qu'on a réussi à repousser la durée de vie. La chirurgie est arrivée, les antibiotiques sont arrivés, la médecine de l'imagerie, de l'intervention est arrivée, et progressivement, on a allongé la durée de vie. Or, on se trouve devant un paradoxe absolument dingue, c'est qu'on n'a jamais vécu aussi longtemps, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle, commence à baisser. C'est-à-dire qu'on vit de plus en plus longtemps, mais on vit de plus en plus mal. L'enjeu n'est peut-être pas d'allonger la vie, mais davantage de rajouter de la vie aux années. Parce que quand vous avez du diabète, quand vous avez un cancer, quand vous avez des rhumatismes, quand vous avez des pathologies chroniques, si vous vivez vieux, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt si vous vivez très mal. Et on commence à comprendre que beaucoup de ces INM peuvent apporter un plus de façon conséquente dans la qualité de vie. On peut gagner en bien-être, on peut gagner en qualité de vie, en confort, et c'est à mon sens inestimable. D'autant plus que beaucoup de nos patients, vous le savez, sont de plus en plus défiants envers l'industrie pharmaceutique, envers les vaccins, je ne vous en parle pas, mais même envers les médicaments. On a de moins envie de consommer des médicaments, à mon avis à juste titre. Évidemment, il reste tout à fait indiqué, on en a déjà parlé pour tout un tas de situations. Il y a tout un tas de situations où la médecine occidentale sera toujours prédominante. C'est évident que quand vous avez un cancer et qu'il y a un chirurgien qui peut vous l'enlever, c'est quand même beaucoup mieux. Mais il y a un nombre important de situations où ces médecines alternatives et complémentaires peuvent apporter un plus dans la qualité de vie. Alors pourquoi s'en passer? On peut se poser la question, comment ça marche, toutes ces interventions? Alors, il y en a une liste absolument incroyable. Ça peut aller de la sophrologie, ça peut aller des stratégies de gestion du stress, des manipulations, ça peut aller des interventions manuelles ou psychiques, etc. Il y a toute une liste qui n'est pas très exhaustive. Mais on peut se demander comment ça marche quand on prescrit de la cohérence cardiaque, quand on prescrit de la sophrologie. Comment ça marche? Il y a plusieurs effets à tout ça. Les premiers, c'est les processus psychologiques. C'est le fait d'améliorer le stress, par exemple. Évidemment, quand vous allez voir quelqu'un, un sophrologue, qui vous fait de la visualisation, qui vous fait de l'hypnose, par exemple, dans le but de réduire votre stress, on sait maintenant qu'un stress réduit, c'est un cortisol moindre, et c'est tout un tas de soucis somatiques en moins. Ça peut jouer par exemple ces interventions sur l'estime de soi, sur l'anxiété, sur la fatigue, qui peut être un sentiment éminemment subjectif aussi. Donc tout d'abord par les processus psychologiques. Ensuite évidemment, on commence à savoir que certaines interventions ont des effets biologiques et neurologiques. C'est-à-dire qu'il y a des interventions non médicamenteuses qui vont pouvoir modifier votre biologie, vos gènes, l'épigénétique, le système neuro-endocrinien. Je ne peux pas vous détailler tous ces processus au vu de la liste interminable des interventions non médicamenteuses, mais si on s'intéresse à une intervention en particulier, il y a peut-être des études qui vous prouvent que biologiquement, il y a une modification des télomères, une modification du taux hormonal, ou que sais-je. C'est-à-dire qu'on peut avoir une intervention extérieure, sans chimie, qui vient modifier le corps à l'intérieur. Et ça commence à être prouvé scientifiquement. Il y a ce qu'on appelle l'effet nursing.
L'effet nursing, c'est le fait de se sentir accompagné, de se sentir soigné. Avez-vous remarqué la différence entre un cabinet de sophrologie ou de massage relaxant avec un cabinet de médecine générale? Elle est quand même assez flagrante. Vous arrivez dans un cabinet de médecine générale, vous avez une salle d'attente bondée, un stress ambiant, un praticien stressé, un secrétariat aux aguets, les téléphones qui sonnent sans arrêt, les patients stressés, les patients énervés parce qu'il y a tel ou tel retard. À la différence d'un cabinet peut-être de sophrologie, tout à fait lambda, où vous allez avoir une petite musique d'ambiance, peut-être un petit parfum, personne en salle d'attente, un praticien, une praticienne qui vous reçoit calmement, qui vous sourit, qui prend beaucoup plus de temps en général qu'un praticien médical tout à fait classique, c'est ce qu'on appelle l'effet nursing, l'effet de se sentir bien, de se sentir un peu couvé, et bien ça influe sur la santé globale, la consultation. Et évidemment, l'effet placebo, pourquoi le nier? En médecine, on connaît très bien ça, c'est l'effet qu'une substance inerte provoque un bienfait physique ou psychologique au patient. On sait très bien que quand on donne une gélule d'eau salée à un patient qui a tel ou tel mot et qu'on lui donne ça, alors il ne faut pas le faire, éthiquement c'est pas acceptable, mais en lui disant que c'est un médicament, il y a beaucoup plus de chances qu'il y envoie une amélioration. Et bien l'effet placebo, ça marche. On le sait, il y a son inverse, l'effet nocebo, mais l'effet placebo, ça marche. Alors, si on a l'impression que ça marche, quand bien même il n'y a pas de substance active, et bien pourquoi s'en passer? Et évidemment, les effets cumulés de tous ces derniers effets peuvent, par effet cumulé, se potentialiser et puis provoquer un effet pour une intervention non médicamenteuse. Alors, on va venir dans le vif du sujet, comment les recommander et comment les prescrire quand on est un professionnel de santé. La première chose fondamentale, qui à mon avis est absolument indispensable pour tous les patients, c'est d'avoir un examen clinique et une approche tout à fait classique, médicale, pour tous les patients. Pourquoi ? Parce que quand on met le doigt dans la médecine complémentaire, dans les interventions non médicamenteuses, on met le doigt dans tout ce qu'on appelle le bien-être, et dans toute cette bulle, vous savez qu'il y a beaucoup de dérives. L'Assemblée nationale en a parlé tout à fait récemment, à l'été 2023. Mais pour éviter d'avoir des dérives médicales, des diagnostics qui passent à l'as, eh bien, il faut absolument, en tant que médecin, prodiguer à son patient un examen clinique, éventuellement des explorations paracliniques, pour faire un bon diagnostic et éliminer des diagnostics graves. Je vous donne un exemple complètement bateau, mais si vous prenez un patient qui souffre de cancer et que vous ne savez pas que ce patient va voir un sophrologue pour son bien-être, sans bénéficier d'une prise en charge en RCP avec tout ce qui va avec pour son cancer, on peut bien imaginer que ça va être catastrophique. Et c'est extrêmement fréquent, c'est au moins assez fréquent pour que l'Assemblée nationale ait décidé de mettre le holà et de traquer ces praticiens qui avaient des approches purement complémentaires sans médecine de base. Donc pour tous les patients, un examen clinique, une approche classique pour faire un bon diagnostic et pour éliminer tous les autres signes de gravité et les drapeaux rouges. Donc une fois qu'on a un patient qui présente un diagnostic qui n'est pas grave, qui est volontiers chronique, qu'on peut soigner, eh ben, on peut l'orienter vers un praticien de médecine complémentaire éventuellement. On va, dans une seconde étape, évaluer son patient et sa motivation, évidemment. Souvent, ce sont les patients qui nous en parlent d'eux-mêmes. Vous pensez bien qu'un patient qui est ouvert à tout ça sera beaucoup plus réceptif et on peut envisager que l'effet sera bien plus favorable qu'un patient qui est complètement rigide et fermé à toutes ces approches. Un patient qui est très cartésien, assez rigide, qui ne jure que par les diplômes, qui ne croit que ce qu'il voit et qui n'est pas du tout branché spiritualité, ésotérisme ou que sais-je, il va pas du tout apprécier cette prise en charge. Donc il ne faut même pas lui en parler. Donc il faut d'abord évaluer son patient.
savoir s'il peut y être sensible, et surtout sa motivation. Est-ce qu'il a envie de faire cette prise en charge? Une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, on va évaluer le risque sectaire. Encore une fois, c'est extrêmement important parce qu'il y a plein de praticiens, enfin, c'est pas des praticiens, ce sont c'est pas des gourous, c'est pas des praticiens, ce sont des gens qui pratiquent des méthodes non validées, qui ne sont pas du tout contrôlées et qui peuvent avoir une emprise sur des gens. Vous savez très bien que quand on est en mauvaise santé, on est beaucoup plus susceptible à être influencé et parfois par de mauvaises personnes. Donc, lorsque vous avez une petite liste de praticiens sérieux, eh ben, il faut s'assurer que ces gens pratiquent en toute sécurité et qui ne peuvent pas mettre sous influence des gens. Parce que si vous allez dans un cabinet de sophrologie avec de la musique, des parfums pour vous faire masser, vous êtes beaucoup plus sensible à des influences négatives, à de la persuasion peut-être mal orientée, mal intentionnée. Donc ça, c'est très important. D'abord, une approche médicale tout à fait classique. Ensuite, on évalue le patient, sa motivation. Et puis, évidemment, on évalue le risque sectaire des praticiens qu'ils souhaitent consulter. Il suffit d'aller voir, passer un coup de fil, se renseigner. En général, on les connaît parce qu'on ne va pas orienter les gens à 100 km. C'est plutôt dans notre région, en tout cas dans notre géographie proche. Mais il faut s'assurer de tout ça. Une fois qu'on a fait ces 3 premières étapes, vient la démarche de regarder s'il y a des études scientifiques disponibles pour cette indication. Par exemple, si vous avez un patient qui vient vous voir parce qu'il a envie de faire de la méditation pour réduire son stress, par exemple, et qu'il a trouvé quelqu'un qui fait des retraites de méditation, eh ben, on peut se renseigner sur la véracité scientifique de cette méthode. Alors évidemment, il y a de plus en plus d'études, mais il n'y en a pas énormément. Vous pouvez aller sur le site de PubMed, évidemment. Il y a d'autres sites qui essaient de référencer ces études, mais ça reste PubMed, à choisir avec de bons mots-clés. Donc évidemment, c'est une étape qui peut être extrêmement utile. On regarde s'il y a une étude scientifique disponible pour cette indication. Si c'est oui, évidemment, on peut y aller. Il y a à peu près rien à perdre. Donc vous pouvez conseiller votre patient d'aller poursuivre sa démarche ou même de l'orienter vous-même vers ce praticien. S'il n'y a pas d'études disponibles pour cette indication, c'est quand même le cas le plus fréquent. Une fois qu'on a éliminé les étapes précédentes, qu'on s'est rassuré quant au diagnostic, quant au risque sectaire, quant à la motivation du patient, il n'y a pas d'études disponibles. C'est un praticien qui fait du bien-être, des manipulations douces, que sais-je. Eh bien, on va essayer. Avec son accord, vous lui dites, il va essayer son patient quelques semaines. Et puis, à quelques semaines, on va évaluer son intervention. On va le surveiller et puis on va faire un premier retour avec lui. On va d'abord essayer de savoir si les quelques séances qu'il a eues ont été bénéfiques pour lui. Vous revoyez votre patient. S'il vous dit « Ah docteur, je me suis mis au tai chi, c'est formidable, je me sens trop bien, je suis en pleine forme, je dors mieux. » Et bien là, bon, a priori, c'est quand même pas mal. Donc c'est toujours le rapport entre le bénéfice et le risque. Vous regardez, est-ce qu'il ne s'est pas fait mal? Est-ce qu'il ne s'est pas senti en danger? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses un petit peu louches? Et donc, vous faites ce retour avec lui. Si, globalement, ça s'est bien passé, c'est une bonne chose. Évidemment, vous allez regarder combien ça lui a coûté. C'est une question très importante parce que souvent, tout le temps, c'est jamais remboursé, en fait. Donc, c'est les patients qui payent de leur poche. En général, une séance, c'est entre 50 et 100 euros. Si c'est une séance toutes les 3 semaines, chacun se le voit. Mais il faut évidemment ticker si les coûts sont vraiment prohibitifs. Si ça coûte des milliers d'euros ou même des centaines d'euros, on peut quand même se poser la question de pourquoi c'est aussi cher. Donc après quelques semaines de tests, on regarde est-ce que ça a été bénéfique pour son patient? Est-ce que le coût est acceptable pour le patient? Et si c'est le cas, il n'y a aucune raison, à mon sens, d'arrêter cette démarche. Pourquoi faire ce feedback? Ça permet quand même de surveiller ses patients et de s'assurer qu'il n'y ait pas de danger. À partir de là, quand on a respecté toutes ces étapes,
il n'y a aucune raison, à mon sens, de déconseiller les gens de faire des pratiques qu'on ne comprend même pas. Ça peut être de l'auriculothérapie, ça peut être... il y a plein de trucs qui peuvent nous sembler complètement farfelus. Mais l'objectif étant d'éveiller quand même sa curiosité et de passer toute cette démarche sous le tapis de la science et de la médecine en s'assurant qu'il n'y ait pas de problème. Une fois qu'on a respecté tout ce dont je vous ai proposé, à mon sens, même si c'est quelque chose d'un petit peu farfelu, en tout cas qu'on ne comprend pas, on prouve qu'il n'y a pas de danger, que les patients ont un effet positif, et donc à partir de là, pour moi, il n'y a pas de problème particulier. Je vous remercie beaucoup, cette vidéo est finie, j'espère que vous en avez tiré un peu de valeur, que vous allez éventuellement vous poser la question de conseiller, de prescrire ça à vos patients. Vous pouvez toujours commenter cette vidéo, ça me fait super plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager ce contenu. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Salut!